à tous. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans l'entrée. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, notre actualité cette semaine, Jean-Luc Barthe, qui est maire de Saint-Ignace, est venu nous parler de sa rencontre avec la ministre André Laforêt, qui est ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, concernant la ZIS. Il a aussi parlé du rapport d'audit municipal auquel sa municipalité a été auditée. Le 19 avril dernier, les employés de chez Richard ont fait une grève. Nous avons posé quelques questions pour savoir le pourquoi du comment. Le budget fédéral a été présenté le 20 avril dernier. Nous en avons parlé avec Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. La clinique juridique du Jeune Barreau de Montréal aura lieu du 24 au 25 avril. Nous en avons donc parlé avec Mylène Lemieux, qui est la présidente. Une nouvelle initiative a vu le jour au Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Nous en parlons avec Anne-Marie Picard, qui est directrice générale. Le Festival de la Naudière aura lieu cet été, donc nous en avons parlé avec Xavier Roy, le directeur général du festival. Et on termine avec la chronique d'astrologie de Xavier Lemire. Donc bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Jean-Luc Barthe, qui est maire de Saint-Ignace de Loyola. Donc bonjour. Bonjour, Mme Lemont. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Oui, merci. Donc, en fait, la Commission municipale du Québec a publié en mars dernier son rapport d'audit municipal qui portait sur l'information relative à la taxation. Donc, votre municipalité a été auditée avec 2 autres municipalités. Comment avez-vous vécu cette expérience-là? Ben, faut vous dire, moi, personnellement, même au point de vue de municipal, moi, ça ne nous a pas dérangé, nous autres. C'est parce que, écoutez, le gouvernement, il est fait, il veut qu'on informe les citoyens sur le point de vue de la taxation. Oui, on a des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on fait là, avec le rapport qu'ils ont fait, les recommandations qu'ils nous font. Vous savez, par plus, ben là, on a fait une demande, parce qu'il va y avoir des bureaux régionaux du ministère des Affaires municipales qui vont nous aider à faire le plan d'action. Parce que là, pour faire un plan d'action, c'est 3 mois, je pense. Après ça, on va le suivre. Okay. Puis les autres, pour 3 ans, ben, ils vont vérifier ce qu'on a fait ou pas fait. Ben, moi, comme j'ai dit, puis même comme j'ai dit à la commission quand on les a rencontrés en Zoom, écoutez, on va tout faire ce que vous nous recommandez. Tu sais, moi, je sais que dedans, en plan d'action, ils nous demandent les rapports financiers, les états financiers, quand on les dépose, d'avoir, mettons, les états financiers de 2020, mais il aurait fallu qu'on mette 2019 à côté pour faire des comparaisons. Okay. Ça, cette année, en 2020, on l'a fait. Mais c'est les 3 années avant qui n'a pas été fait. Mais ça, on a commencé à le faire, puis ça ne nous dérange pas de le faire. Écoutez, c'est les états financiers, tout le monde peut venir les voir. Puis après, ben, il y avait une autre recommandation qu'elle nous disait, puis moi, j'ai posé la question. Parce que quand je fais le rapport du maire, la section du schématier budget, on a les dépenses et les revenus qui sont égales. Parce que il faut qu'il y ait un budget équilibré. Et après ça, vous avez le budget réel. Et là, dans le budget réel, les dépenses, on va montrer un exemple, en mettant les dépenses sont de 2 520 000. Okay. C'est-à-dire les revenus sont 2 520 000, puis les dépenses sont de 2 480 000. Donc, ça veut dire que je finirais avec un surplus de 40 000. Ben, ça, on le dit, mais moi, c'est écrit, on croit qu'on finit avec un surplus de 40 000. Mais après ça, moi, en assemblée, j'explique le pourquoi qu'il y a eu un surplus, ou si c'était un déficit, j'expliquais pourquoi on avait eu un déficit. La commission, ce qu'ils nous demande, c'est de l'écrire. Okay. De l'écrire sur le rapport du maire, pourquoi qu'on a eu un budget déficitaire ou un budget positif. Donc, à partir de cette année, ben, on va écrire, si on est un surplus, ben, on va l'écrire sur le rapport du maire, le pourquoi qu'on a eu un surplus ou un déficit. Okay. D'autres petits points qu'ils demandent, puis là, avec on a fait notre plan d'action, ben, on va mettre notre plan d'action en marche dès cette année. OK. Puis tu sais, c'est ça aussi, vous avez été sélectionné, donc vous avez été choisi, vous n'aviez pas le choix de participer. Non. Puis pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont choisi? Ben écoutez, moi j'imagine qu'ils choisissent au sort. Je sais que nous autres, ben,
l'année passée, il y en a vu 3 autres qui étaient pas, qui étaient, je ne sais pas comment ils procèdent. Puis là, cette année, c'était nous autres, mais c'est toutes des municipalités en bas de 5 000 là, quand Oui. ils font les phénomènes. Ils prendront pas, mettons, Saint-Ignace avec, mettons, on va prendre l'exemple, Saint-Ignace, Trois-Rivières, puis pas pour Madeleine, parce que c'est différent complètement. Mais là, on était à des municipalités, nous autres, on était à 2100 population, il y en avait une à 2300, puis l'autre, c'était à 3000. C'est des municipalités qui se ressemblent beaucoup. Puis je vais vous dire le rapport qu'ils ont fait, là, à l'heure actuelle, ben, je suis satisfait du rapport qu'ils ont fait, parce qu'on a des choses à corriger, puis on va les corriger. Puis, deux informations qu'on va donner aux citoyens, comme j'ai dit à un commissaire qui était, écoutez, moi, là, en tant que municipalité, là, on n'a rien à cacher. Et si vous nous recommandez d'en mettre plus pour que les citoyens soient d'accord, on va le faire. Vous savez, il n'y a rien qui va se cacher, ça, c'est sûr et certain. Exact. Puis, tu sais, je pense aussi, ils ont fait des tableaux avec les 2 autres municipalités et la vôtre. Puis, tu sais, la vôtre faisait quand même bonne figure comparée aux 2 autres. Je pense que vous vous démarquez. Tu sais, il y a des recommandations qui portent moins pour vous, mettons, là. C'est justement, c'est le rapport qu'ils ont fait, le rapport, ils disent les autres municipalités, nous comparent aux autres. Mais le dernier qu'on a reçu, ben là, c'est vraiment le rapport avec notre municipalité. Parce que j'ai su le rapport final qu'ils ont fait, là, c'est sûr et certain que, vous savez, je n'ai pas à regarder les autres municipalités, parce que ça dépend aussi comment les autres procédaient. Puis, vous savez, des fois, la municipalité a peut-être un employé, puis il n'y a pas de temps de tout faire et de tout penser. Là. Aussi. Effectivement. Alors, moi, je suis satisfait du chose, puis comme j'ai dit, au début, le monde est inquiet. C'est pas une question de nous mettre en tutelle et ainsi de suite. C'était rien qu'à regarder et de savoir ce qu'on faisait pour informer le monde sur la taxation. Puis ils nous font des recommandations, mais on va les suivre. Exact, c'est ça. C'est un procédé qui est relativement normal, si je peux dire ça comme ça. Là. Ça fait 2-3 ans qu'ils font ça. S'ils veulent passer toutes les municipalités au Québec, on en a pour 20 ans, 30 ans. Effectivement. Au moins, ils passent... Il y en a plus que ça, parce qu'on est à peu près pas loin de 1100 ou 1200 municipalités au Québec. Fait que s'il y en a pas 5-3 par année, il y en a qui ils vont être loin. Oui, c'est ça. Ça va être long. Ils vont avoir le temps de s'ajuster avant que ça soit rendu à eux. Oui. Ben, c'est justement, c'est ce qu'elle nous a dit, la commissaire, quand on a fait le Zoom. Ils se sont aperçus qu'il y a des municipalités qui n'ont pas été auditées, et qu'il y a des municipalités qui regardent les recommandations qu'ils nous ont faites aux 3 municipalités, puis ils ont commencé à les mettre en place. Vous savez, c'est des choses qui c'est correct comme ça aussi. Là. Oh, oui. Oui, c'est ça. Ça va créer une uniformité aussi aux municipalités, fait que c'est parfait. Ça va donner une chose comme quoi que si vous avez des choses à cacher, je suis correct, vous allez, mais vous faites auditer, vous allez vous faire taper ses doigts, c'est ça. Exact. Okay, là, les municipalités vont se mettre en avant, puis ils vont dire, on va suivre ce qu'ils disent aux autres, donc même s'ils arrivent à nous autres, ça va être plus facile, puis ils vont tout bien dire, ben, c'est bien beau, tout est beau pour vous autres. Exact. Parfait. Bon, ben merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Mme Laurent, puis vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, bye. Bye. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ici Chloé Lemont en compagnie de Jean-Luc Barthes, qui est maire de Saint-Ignace de Loyola. Donc, bonjour. Bonjour, Mme Lemont. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler un peu de la rencontre que vous avez eue le 25 mars dernier avec la ministre André Laforêt concernant la ZIS. Donc, d'abord, pouvez-vous nous remettre un peu en contexte pourquoi vous avez eu cette rencontre-là? J'ai demandé une rencontre avec Mme Laforêt, surtout pour les chalets, pour l'aspect du lac Saint-Pierre au complet, mais aussi c'est pour les chalets non reliés à la terre sur le pilotis, et aussi pour les maisons permanentes qu'on a ici dans Saint-Pierre, Sainte-Marie, puis dans Saint-Isidore, parce qu'il y a des parties qui sont compris dans la liste, puis c'est des permanents qui sont là. Mais dans
dans son règlement qu'elle a fait en 2019, dans l'ASIS, elle dit dedans que si une personne, si un chalet ou une maison passe au feu, il pouvait se construire selon, avec les droits acquis qu'il y avait. OK. Et quand on descend plus bas, il y a un article, je ne me souviens plus le numéro, là, qui dit ben, que si c'est dans le littoral, ils ne peuvent pas. Donc là, c'est à partir de là que j'ai fait des démarches avec le comité qu'on avait créé, avec le maire de Sorel, de Saint-Anne-de-Sorel, M. Péloquin, M. Sylvestre de Saint-Barthélemy, puis trois personnes non élues. Donc là, j'ai fait des démarches, là, j'ai obtenu 25 ans, une rencontre par Zoom avec la ministre. Puis il y avait la ministre qui était là, M. Lambert, son adjoint. Il y avait Mme Laporte, Mme Noël, M. Saint-Louis, M. Lapierre, qui font partie du bureau de Mme Proulx. Il y avait moi-même, il y avait M. Péloquin et M. Sylvestre. J'étais accompagné de trois ou quatre de mes conseillers. Okay. Le but de la rencontre, c'était que je demandais vu que dans le règlement qu'ils sont en train de faire, ils veulent faire un règlement transitoire avant de faire le règlement final. Mais on va le faire par zone, c'est-à-dire par région. Parce qu'il n'y a pas. Ça, je suis content d'avoir appris ça, parce que par région, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes demandes à faire. Vous savez, des chalets bâtis sur pilotis, là, dans le Québec, là, il y en a peut-être ailleurs, mais c'est minime en comparaison à ce qu'on a ici. Là. C'était un petit peu ce débat-là qu'on a fait. Puis en même temps, moi, j'ai regardé dans son faux le rapport qu'elle avait fait. Elle disait, elle parle souvent dedans, surtout la loi centenaire. Elle parle souvent elle parle de l'humain. Elle veut protéger l'humain, tout ça. Mais dans les îles ici, là, ils vont là l'été, puis l'hiver, quand ils vont, c'est pour l'entretien un petit peu, puis ils viennent par la date. Pour eux autres, personnellement, c'est pas des habitations qui sont là permanentes. Ils n'habitent pas là permanentes. Donc, le danger est moindre que quand tu résides dans une maison permanente. Et là, ça, elle l'a compris. Et là, on a demandé que, vu qu'ils ont des droits acquis, d'enlever la chose du littoral, parce que nous autres, on a un dossier complet de tous les chalets dans les îles. Je vous le dis, là, on a toute la grandeur qu'ils ont. Puis, ça veut dire que nous, ce qu'on a demandé, peut-être s'il y a quelqu'un qui passe au feu, on lui émet le permis, il va monter son chalet, la même grandeur, la même largeur, la même longueur, puis la même hauteur. Parce qu'on a le dossier complet, on a des photos. Donc ça, vous pouvez vous dire qu'après la rencontre, pour les chalets dans les îles, j'ai bon espoir qu'elle va nous donner ça, parce qu'elle a compris que pour les personnes, c'est vraiment pas le danger qu'il y a. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les maisons permanentes qu'on a dans le rang Saint-Pierre, Sainte-Marie, Saint-Isidore. Ça m'inquiète un peu, parce que quand ils sont vraiment, c'est vraiment leur demeure personnelle. Mais là, j'attends son règlement qu'elle va faire transitoire. Un coup qu'elle va l'avoir fait, on va regarder s'il y en a. S'il faut, je vais redemander une rencontre avec elle pour essayer de faire changer des choses, si on n'obtient pas ce qu'on veut. Parfait. Puis ça, ce règlement-là, c'est quand qui va être mis? Et dans le mien qui nous a parlé, ça devrait sortir c'est à la fin du printemps. OK, parfait. C'est quand même. Avec le gouvernement, là, ils ont beaucoup de choses dans cet été-ci. J'espère qu'elle va sortir, parce qu'elle veut qu'avant 2020, à fin 2021, début 2022, que sa loi soit faite sur la liste. OK. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Donc, ça, c'était pour la rencontre. Je ne sais pas s'il y avait autre chose à ajouter. Là. Vous avez justement parlé un peu de comment ça s'est déroulé, c'est quoi la suite. Alors, la suite, moi, j'ai demandé à M. Lambert ou à M. Saint-Louis du bureau de Mme Proulx, au moment qu'il va y avoir des changements, il y a des choses qui vont être apportées, de m'en faire part le plus vite possible, pour que je puisse vérifier que s'il y en a, puis si jamais on obtient qu'on veut, qu'ils nous le disent pour qu'on puisse, parce que nous autres, ici, on a un chalet qui passe au feu, là, puis la dame, elle attend, depuis plus qu'un an qu'elle l'attend, elle voudrait qu'on lui mette son permis, mais d'après le décret de l'ASIS, ben, on ne peut pas lui mettre son permis.
On lui a dit de ne pas s'inquiéter que si la ministre nous donne raison sur ce point-là, comme quoi que dans les îles, ça va être différent qu'ailleurs, bien, son permis, on va y mettre. OK. Parfait. Parfait. Bon, ben merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Mme Moron, puis vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, bye. Bye. On est en négociation, puis là, au début, ça allait lentement. On est allé chercher un moyen de pression. Puis maintenant, depuis hier, on a un mandat de grève parce qu'on veut que ça s'améliore. Demain, on négocie, on espère qu'on va avancer avec l'employeur. Dans nos négociations, le monde, comme vous le voyez, le monde, c'est ça qu'ils veulent. En fait, nous, vous connaissez notre approche que je vous répète à peu près à chaque fois. Nous, on est ici de façon constructive. On essaie de voir le positif d'abord. Donc, on était le seul parti d'opposition à réagir de façon nuancée, faire concurrence un peu à la petite politique qui se fait ailleurs. Donc, ça, c'est un point positif pour nous autres au départ. Évidemment, il y a des choses intéressantes. Entre autres, on a une mention spéciale pour l'aérospatiale au Québec. Ça, c'est un sujet qu'on a pilonné les députés du Bloc, avec notre porte-parole, Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui a répété que c'était essentiel. Vous savez que Montréal, c'est un des seuls endroits dans le monde, dans la région de Montréal, j'entends, où on peut faire un avion de A à Z. On aimerait ça de ne pas perdre cette expertise-là, tout comme on a perdu l'expertise pharmaceutique qu'on a déjà eue à Montréal, mais qui a été négligée par les gouvernements. Puis là, on se retrouve avec dépendants d'étrangers pour la vaccination. Ça aussi, il y a une mention dans le budget, on en est content. On est content pour l'aérospatiale. Évidemment, il reste à voir, là, vous comprendrez que je pense que c'est plus que 840 pages de budget. Donc, on n'a pas fini de l'étudier parce qu'on a choisi de dormir quelques heures. Oui, mais ça va venir. Ça va venir, mais soyez assurés qu'on va valider, entre autres, si les montants sont suffisants. Entre autres, un autre premier pas positif qui a été fait, c'est l'assurance maladie, l'assurance emploi pour les gens qui souffrent d'une maladie grave. Vous savez que nous, on a déposé le projet de loi Émilie sans façon. D'ailleurs, cette semaine, on est encore en débat. Et ça n'a pas de bon sens que des gens qui ont payé, qui ont cotisé dans une caisse qui est supposée d'être indépendante de l'assurance emploi, qui se retrouvent aux prises à lutter pour leur vie, à subir des traitements de chimiothérapie pour survivre à un cancer, n'aient droit qu'à 15 petites ridicules semaines de chômage. Ça, c'est une injustice flagrante et ça force les gens aussi, parce qu'il n'y a pas que des cancers dans la vie, il y a toutes sortes d'affaires, ça force les gens à retourner au travail rapidement parce que des hypothèques, puis des épiceries, puis des vêtements pour les enfants, il faut que ça se paye. Et ça, il y a un double coût là-dedans. Donc, nous, on prône 50 semaines comme un travailleur régulier, parce que dans le fond, l'assurance emploi, c'est de couvrir ta perte d'emploi quand ta perte d'emploi n'est pas volontaire. Hein? Je pense qu'il n'y a pas personne qui a choisi d'avoir le cancer. Non, c'est soyons sérieux. Donc, 50 semaines, ce serait correct. Le gouvernement, depuis le début, nous dit on va aller à 26, on va aller à 26, on va aller à 26. Ils ont mis 26 dans le budget. Bon, on est passé de 15 à 26. On ne dira pas non, mais on ne dira pas qu'on est content. Nous, on veut 50 semaines. Mais ça, c'est une mesure qui est là. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille avec les différents points. Il y a la politique des garderies, là, c'est quelque chose de positif pour le reste du Canada, évidemment, et ça peut l'être pour le Québec aussi, tout dépendant à quelles conditions on va faire les transferts de fonds. Okay. Parce que vous savez qu'on est un modèle en Amérique du Nord et dans le monde pour les services de garde. Ça permet, entre autres, à nos jeunes femmes mères de famille d'être sur le marché du travail sans compromettre l'éducation et la sécurité des enfants. C'est quelque chose qui est important. Bon, les Canadiens ont fini par s'en rendre compte que c'était bon. Ils veulent le faire. On applaudit, on est content. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les sommes d'argent qui auraient dû être mises au Québec si on n'avait pas déjà eu un tel programme, on les veut. Puis on les veut sans aucune condition. Parce qu'il y a un maître d'œuvre là-dedans, c'est Québec. Ça, c'est bien important aussi. Maintenant, si je vais un petit peu dans le moins positif, évidemment, il y a nos deux grands enjeux. Les aînés. Les pensions de vieillesse pour les aînés. Moi, je ne peux pas croire que notre gouvernement, je vais le dire comme ça vient, là, est sans cœur au point de refuser de donner 110 $ par mois d'indexation aux pensions de vieillesse. Savez-vous, ça a été quoi, l'indexation des pensions de vieillesse l'année passée au Canada? Quelque chose comme 1,26. Ça ne paye même pas un café chez McDo. Effectivement. C'est complètement ridicule et révoltant.
Donc, ça, il faut que ça augmente. Il n'y a rien là-dessus. Tout ce qu'on a réussi à obtenir, c'est un montant forfaitaire paiement unique de 500 $ pour les gens qui ont 75 ans et plus. Comment ça se fait que tout d'un coup, dans le Grand Canada qui se dit égalitaire et non discriminatoire, on se met à faire de la discrimination sur l'âge dans le groupe des aînés? C'est inacceptable. On n'acceptera pas ça. Bien sûr, on va le prendre de 500 $ comme on a pris le 500 $ qui a été versé à tous les aînés pendant la crise, mais on va continuer la bataille pour ça. Puis, évidemment, l'autre grand absent, c'est les transferts en santé. Hein? Puis c'est drôle parce que ces deux engagements-là, les pensions pour les aînés et les transferts en santé, ça correspond à peu près à ce qu'on a en moins dans le déficit. On prévoyait quelque chose comme 384 milliards, puis là, on a descendu le déficit, et si on fait le calcul, si on faisait ces dépenses-là, on arriverait au déficit prévu. Alors, c'est vraiment un choix politique qui a été fait par les libéraux d'abandonner les aînés, puis d'abandonner les provinces et le Québec dans la gestion de la santé, puis ça, on ne l'acceptera pas, évidemment. Bon, au niveau régional, on a le train à grande fréquence qu'on nous promet depuis de nombreuses années. On est content de le voir figurer au budget, mais quand on lit comme il faut le paragraphe, on se rend compte que c'est 491 millions sur un projet de plusieurs milliards. C'est comme une première étape. Puis le ministre Champagne l'a dit lui-même en entrevue à une radio de la Mauricie ce matin. On continue les études. Là, ça fait longtemps qu'on étudie. Là. Ça va être la 3e campagne électorale de suite où on va promettre un train à grande fréquence aux gens de la région. Ça commence à être du bord de on rit du monde. Là. Hein? Il y a une marge là. Les victimes de la pyrotite, vous savez qu'on a fait beaucoup de pression pour qu'il y ait un règlement final de cette question-là qui soit présent dans le budget. Mais le budget de la pyrotite, on nous dit, il y a un paragraphe, on est content. Et malheureusement, je pense que si on n'avait pas fait des pressions constantes dans les dernières semaines, avec des questions en chambre et des sorties publiques, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu ce paragraphe-là, parce que ce paragraphe-là dit on est conscient du problème, on veut mettre plus d'argent, on verra à l'automne après les discussions avec Québec. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire, les victimes de la pyrotite? On est en train de vous dire, c'est encore une fois une promesse électorale. Je pense que ces gens méritent mieux que ça après 12 ans de souffrance. Sinon, je termine le survol des points que j'ai, on pourrait y aller en question. Là, au niveau de l'agriculture, de l'agroalimentaire, bon, on attend depuis longtemps les compensations pour les transformateurs dans les productions sous gestion de l'offre. Donc, la volaille, les œufs et le lait. Il y a un montant de 292,5 millions de dollars qui est prévu sur 6 ans. Donc, ce n'est pas des énormes sommes. Par contre, ça semble correspondre aux demandes du milieu, qui était une modernisation des usines de transformation. C'est mi figue, mi raisin, je vous dirais. Là, je suis en train d'évaluer 292,5 millions. Si c'est suffisant, je pense pas mal sûr, après mes appels de ce matin, que c'est pas suffisant. On ne pourra pas être satisfait de ce montant-là, mais évidemment, comme tout pas dans la bonne direction, on ne refusera pas, on est content de cette annonce-là, mais on pense que c'est peut-être pas suffisant. Et les compensations pour l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, c'est encore absent. Alors que c'était dans la mise à jour économique de l'automne, ça a été mentionné. Puis ça n'est pas là. Je ne suis pas surpris, remarqué pour cet aspect-là. Là. Je ne m'y attendais pas. Mais tu sais, on peut avoir de l'espoir. Oui, voilà. Oui, c'est ça. On peut espérer. Voir ça. C'est clair que la vraie réponse à ça, l'argent, on la prend où? On la prend dans la poche de vos futurs enfants, comme c'est hein, parce qu'on augmente la dette. Je ne veux pas avoir l'air populiste, là, mais la vraie réponse, c'est ça. Par contre, il faut regarder de façon macroéconomique la situation du pays. Le Canada est un des pays du G7 les moins endettés par rapport au ratio. C'est un ratio qu'on fait par rapport à la production intérieure brute du pays. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a comme richesse, qu'est-ce qu'on est capable de produire dans une année pour regarder qu'est-ce qu'on peut absorber comme dette. C'est comme quelqu'un qui gagne 15 000 $ par année, s'en va à la Caisse des Jardins, il va emprunter de l'argent pour acheter une auto. Puis quelqu'un qui gagne 90 000 $ par année, il s'en va à la même Caisse des Jardins pour emprunter une auto. Bien, la Caisse, ils vont prêter plus au gars qui gagne 90 000 parce qu'il représente moins de risques et il est capable de payer plus par mois. C'est un peu le même principe réparti sur les pays. Là, fait que, oui, la dette est élevée, on est conscient de ça. Par contre, nous, on a toujours dit que les dépenses étaient nécessaires. Mais il s'agit de les faire correctement. Oui, c'est ça. Et c'est là le problème. T'sais, on n'est pas dans « ils dépensent trop », on est dans « dépense donc intelligemment » pour la suite des choses. Et nous, ce qu'on demandait, entre autres, c'est une relance verte. Là, encore une fois, on est très tôt après le dépôt du budget. Je fais un survol ce matin des mesures. Il semble y avoir plusieurs mesures environnementales
avec des petits montants d'argent et formulés de façon un peu vague, comme les libéraux savent si bien le faire. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais nous, évidemment, on va pousser là-dessus. On constate, entre autres, avec beaucoup de tristesse, qu'on subventionne encore l'industrie pétrolière. Ça fait 3, 4 ans, 5 ans qu'on nous promet qu'on va arrêter, là, qu'on continue tout le temps. Là où il faut investir, c'est nos énergies propres, puis nos sources d'énergie pour l'avenir, puis nos ressources qui sont renouvelables. J'ai un exemple qui me vient en tête, la forêt. Le Bloc québécois, on est en tournée présentement, on a fait réaliser des études très pertinentes sur le potentiel forestier du Québec. Comment on pourrait tirer plus profit de cette ressource-là? Là, je vais rassurer les environnementalistes qui nous écoutent. On n'est pas nécessairement dans aller couper plus de forêt. On est dans couper mieux la forêt. La quantité qu'on extrait présentement, est-ce qu'on l'exploite convenablement? Et pourquoi on va exporter des biobois? Pourquoi on ne fait pas de la deuxième, troisième transformation de façon beaucoup plus importante ici? Ça fait beaucoup plus de profit. Ça fait des emplois beaucoup plus intéressants pour nous. C'est là qu'il faut aller. Puis la forêt, si c'est géré comme il faut, c'est correct de la récolter. Il faut évidemment que ce soit fait dans le respect de l'environnement. C'est des intentions souvent qui sont formulées de façon assez vague. Puis un budget, il faut se rassurer dans le sens où un budget, ce n'est pas final. On va souvent annoncer d'autres mesures par la suite. Et là, c'est là que notre travail d'opposition rentre en ligne de compte. Dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, on va débattre de ce budget-là. L'opposition officielle est en mesure de proposer des amendements et nous, comme deuxième opposition, on est en mesure de proposer des sous-amendements. Et je vais rassurer, entre autres, les gens qui travaillent en santé qui nous écoutent, les gens qui sont des aînés qui nous écoutent. Nous, on ne vous abandonnera pas. Soyez assurés qu'en sous-amendement, on va proposer d'inclure nos grandes priorités dans le budget. Est-ce que là, ça va être accepté par les autres formations politiques? C'est une bonne question. Rappelons-nous qu'on est en contexte de gouvernement minoritaire. Je ne pense pas qu'on s'en aille à l'élection immédiatement avec 4000 cas de COVID en Ontario. Là. Donc, on va avoir du temps de faire du bon travail, je pense. Soyons optimistes comme on l'est toujours. Parfait, oui. C'est ça. Puis comme on dit, ça fait quand même un moment qu'on attend le budget et qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas pourquoi. Ça me semble... donc, la 36e clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal est de retour et ça va être le 24 et 25 avril. D'abord, c'est quoi les cliniques juridiques? Les cliniques juridiques téléphoniques du Jeune Barreau de Montréal, ça existe depuis plus de 30 ans et on a la chance là, depuis quelques années d'offrir 2 éditions par année. Donc, une au printemps et une à l'automne. Donc, le week-end prochain, ce sera notre édition printanière de la clinique. Et c'est fort simple. Les gens de partout au Québec peuvent nous appeler via un numéro unique, sans frais, et peuvent directement parler avec des avocats bénévoles et recevoir des conseils juridiques gratuits. Parfait. Puis ça, c'est le Jeune Barreau de Montréal qui fait ces cliniques-là. Pouvez-vous me parler un peu, c'est quoi le Jeune Barreau de Montréal? Oui, le Jeune Barreau de Montréal, c'est une association qui regroupe tous les avocats qui ont 10 ans et moins de pratique dans la grande région de Montréal. Donc, on est plus de 5000 membres. Et ce qu'on fait, c'est qu'on représente les intérêts de la relève juridique de Montréal, mais aussi on dispense des services gratuits à la population. Donc, ça fait partie de notre mission d'améliorer l'accessibilité à la justice. Et la clinique juridique téléphonique est une des nombreuses initiatives qu'on met en place à chaque année pour redonner à la communauté. Parfait. Puis justement, vous avez dit une des nombreuses entités. Est-ce que pouvez-vous me parler des autres choses que vous faites? Oui, absolument. Alors, toutes les informations sur nos services gratuits sont sur le site web du Jeune Barreau de Montréal, là, qui est le www.ajbm.qc.ca. Mais je peux vous donner quelques exemples parce qu'ils sont quand même nombreux. On a un service qui s'appelle Parlons droit, qui s'adresse aux jeunes et qui permet aux jeunes d'avoir une consultation juridique gratuite d'1 heure avec un avocat sur tout sujet tout au long de l'année. On a également des services aux entreprises, donc le service jury conseil aux entreprises qui permet à un entrepreneur en démarrage d'avoir encore une fois une consultation juridique gratuite avec un avocat. On a des services de préparation à l'audition, donc un citoyen qui se représente seul devant certains tribunaux pourrait bénéficier de l'aide pour se préparer dans le cadre de son audition, recevoir des informations sur comment ça va se passer, comment présenter sa cause et comment faire en sorte qu'il y ait du bon déroulement de l'audition devant le juge. Parfait, merci.
Là, j'ai vu aussi que vous avez reçu plus de 3000 appels au cours de l'année 2020. Avez-vous vu une différence avec la pandémie? Là, je suppose que ça commence. Là, la pandémie vous avez dit que vous avez automne et printemps, donc probablement l'automne. Je ne sais pas si vous avez vu une différence comparativement aux autres années. On est à notre 3e clinique juridique téléphonique en période de pandémie. Donc, on en a tenu une à cet été, exceptionnellement en remplacement de celle du printemps qui était en plein cœur des bouleversements. On en a tenu une cet automne et ce sera notre 3e ce printemps. Le nombre d'appels est toujours aussi élevé d'une année à l'autre, donc il n'y a pas de changement au niveau du nombre d'appels, c'est-à-dire que c'est extrêmement élevé. C'est une moyenne de 2000 appels par édition à chaque clinique depuis 2016. Au niveau du type de questions qu'on se fait poser, c'est certain que les gens nous posent des questions par rapport à leurs préoccupations actuelles. Donc, c'est certain qu'il y a certains domaines qui sont plus affectés, des segments de la vie des gens qui sont plus bouleversés, comme la famille, le travail, le logement. Ce sont des domaines très recherchés. C'est pourquoi on s'ajuste à chaque clinique. On tente de prévoir quels vont être les besoins et d'avoir suffisamment d'avocats qui sont spécialisés dans ces domaines pour répondre à l'ensemble des appels qu'on reçoit au cours du week-end. Parfait, merci. Puis là, l'édition qui va être le 24 et 25 avril, c'est axé sur la prévention et la solution des différends. Donc, est-ce que vous changez de thème à chaque fois qu'il y a une nouvelle clinique? Comment ça fonctionne, ça aussi? On ne change pas de thème à chaque fois, c'est-à-dire que l'initiative se veut être la plus large possible. Tout le monde peut nous appeler avec n'importe quelle question de nature juridique, on y répond. Mais ça fait 2-3 éditions qu'on tente vraiment de passer un message et aussi d'informer les gens qui nous appellent qu'il existe d'autres moyens que l'usage des tribunaux pour régler ou prévenir leurs conflits. Et les avocats sont expérimentés et peuvent être à même d'aider les citoyens à gérer ces situations-là. Donc, en plus d'offrir des conseils juridiques, ça fait partie des conseils qu'on va offrir, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un autre moyen que d'aller devant un juge, de faire usage du système de justice pour régler la situation problématique. Et on tend de plus en plus à donner de l'information sur ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits, comme la négociation, la médiation, les règlements lorsqu'un conflit est déjà devant les tribunaux, donc le règlement en recours. Et il existe plein de moyens autres et on veut vraiment orienter les citoyens vers ça lorsque la situation s'y prête, évidemment. Parfait, merci. On est là en fait pour parler d'une nouvelle initiative qui a vu le jour dernièrement au Creval. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, bien dans le fond, vous savez, le Creval, là, sa plus grande caractéristique, c'est vraiment de répondre aux besoins de ses membres et partenaires. Et ça fait déjà quelques années que nos partenaires, nos membres nous disent que c'est le fun, la journée de la persévérance scolaire, c'est une belle campagne, excusez-moi, ça mobilise bien les organisations, mais nos jeunes et nos adultes qui sont en formation ont besoin de soutien tout au long de l'année. Et en cette année particulière où, en tout cas, c'est exacerbé, on s'est dit quelle belle année pour commencer justement cette nouvelle campagne qui s'appelle « Du carburant pour leur réussite ». Dans le fond, l'idée, c'est qu'à plusieurs moments de l'année, des moments névralgiques, comme par exemple, là, on est en fin de session pour les jeunes là, qui sont plus au niveau du collégial, de l'université. Sinon, c'est le dernier droit avant de l'année scolaire pour les plus jeunes. Donc, c'est important de rappeler que c'est une période où les jeunes ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus, que c'est important aussi qu'il n'y ait pas trop de pression de la part des employeurs pour augmenter le nombre d'heures. Je ne sais pas si vous avez fréquenté les centres jardins ou les commerces dits saisonniers. Là. Donc, il y a beaucoup de demandes au moment où les jeunes sont en examen. Donc, c'est ça, du carburant pour leur réussite. Parfait. Puis ça, est-ce que c'est une initiative qui va rester aussi? Là, je sais, il me semble que vous avez, dans le communiqué, c'est écrit que ça allait rester et que c'est pas juste pour la fin de l'année. Vous commencez avec ça, mais que ça va rester... Effectivement, vous avez raison, Chloé. Là, pour le dernier droit de cette année-ci, c'est notre première
première fois qu'on va parler de la campagne. Il faut savoir qu'à chaque fois, c'est accompagné d'outils. Par exemple, en allant sur le site Internet, les employeurs, les intervenants, autant du milieu scolaire que communautaire, vont retrouver des outils, dans le fond, pour soit soutenir la conciliation du travail, l'estime de soi, jouer au niveau de réduire les impacts du stress ou augmenter la motivation, l'engagement scolaire. Fait que souvent, on va avoir une chronique que les gens peuvent diffuser dans leurs outils de communication. On va avoir des outils pour intervenir auprès des jeunes, mais aussi des outils pour les encourager, comme des cartes d'encouragement ou des diplômes. Donc, on commence avec la fin d'année scolaire, mais il y a d'autres moments où du carburant pour votre réussite va se faire sentir. On pense à la rentrée, on pense aux périodes de bulletins. L'année prochaine, il y a les fins d'année aussi qui sont plus sollicitées. Parfait, merci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, avec le fait que tous les balles de finissants avaient été annulés, tout ça, Télé-Québec, puis le Réseau québécois pour la réussite éducative, le réseau dont fait partie le Créval, ont décrété le 19 juin Journée des finissants. Les choses se sont multipliées, donc cette année encore, ça revient, ça va être la Journée nationale des finissants. Donc, on va encore une fois solliciter la population, solliciter les organisations pour souligner, valoriser le diplôme obtenu là, par les jeunes et les adultes en formation. Puis, il faut savoir aussi, Chloé, que toutes les interventions, toutes les actions portées par le Créval sont documentées ou s'appuient pour la recherche. J'appuie sur la recherche. Donc, on s'est démontré par plusieurs recherches, notamment une qu'on a faite il y a 1 an ou 2 là, avec des jeunes vulnérables là, qui étaient prêts de décrocher ou à très grand risque de décrocher. C'est démontré que les gestes d'encouragement, comme envoyer une carte, un mot, s'intéresser, ça fait une différence dans la vie de certaines personnes. Souvent, c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont reporter ou renoncer à leur décision de décrocher de l'école. Fait que c'est important. On est dans une époque où il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de difficultés. La pénurie de main-d'œuvre, c'est pas terminé. On en a pour 8-10 ans encore de pénurie de main-d'œuvre selon certains analystes. Puis, on est aussi dans une pyramide qui est en train de s'inverser démographiquement plutôt. Ce qui veut dire qu'on va être à peu près la moitié de gens pour produire 2 fois plus de besoins de services et d'objets pour la population. Fait qu'il faut que les jeunes se qualifient, il faut qu'ils aient cherché leur diplôme, qu'ils aient cherché les compétences, puis les apprentissages nécessaires à s'adapter à ce nouveau monde du travail-là, autant pour leur propre bonheur que pour le développement de notre région. Exact. Puis, je suppose aussi, bon, cette année, on s'entend depuis l'année passée, je peux dire ça comme ça, c'est quand même assez difficile parce que là, il y a les masques, il n'y a pas de masques, il y a des masques. Là, ça change tout le temps, tu es en virtuel, tu es à l'école. C'est sûr que pour ceux qui sont proches, qui pensent à décrocher, ça devient comme un peu, pas une motivation, mais disons qu'il y a une raison de décrocher. Là, bien, il y a plus d'enjeux, il y a plus de difficultés. On le sait, tout être humain a de la difficulté à s'adapter à l'inconnu. Donc, puis on est à une époque, tu sais, cette année, la plupart d'entre nous avons dû faire face à plusieurs changements. Hein? Fait qu'en tant que bon être humain, ben, c'est ça, des fois on résiste un peu. C'est pourquoi, tu sais, je le répète, puis tant qu'on ne me traitera pas de fatigante, je vais continuer, mais les jeunes, les adultes qui sont en formation ont besoin de savoir qu'on trouve ça important, qu'ils s'éduquent, qu'on trouve ça, qu'on est derrière eux, puis qu'on les soutient dans ces démarches-là. Et peu importe la difficulté, il y a quelqu'un quelque part qui peut aider. Fait que moi, je dis, restez pas toute seule non plus avec vos difficultés, puis allez voir les enseignants, les équipes écoles, les centres de services scolaires. Il y a plein d'organismes communautaires qui sont magnifiques, extraordinaires dans notre région. Donc, n'hésitez pas. Puis si vous ne savez pas où appeler, appelez-nous au Créval, puis on va essayer de vous trouver un numéro de téléphone. Parfait. Parfait. Puis le numéro de téléphone pour le Créval, justement, si on veut appeler...
Et c'est dans le 450, c'est notre nouveau numéro de téléphone. Donc, dans le 450-404-4864. Que vous avez reçu un don historique. Pouvez-vous d'abord m'expliquer en quoi consiste ce don? Ah, mais ça, c'est effectivement quelque chose qui arrive très rarement dans la vie d'un organisme. On a reçu le don d'un édifice au centre-ville de Joliette pour y aménager le quartier général de la musique dans la région de la Naudière. Okay. Les détails plus précis de ce projet-là vont être annoncés au fur et à mesure qu'on avance dans les prochaines semaines, mais déjà, juste de recevoir un édifice en cadeau, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Fait que c'est ça. Comme ça arrive vraiment très rarement, on le qualifie d'historique. Parfait. Puis, bon, concrètement, qu'est-ce que ça va changer d'avoir un édifice? C'est sûr que vous venez de me dire que ça va avancer au fur et à mesure, que peut-être vous ne voulez pas dévoiler trop vite ce que vous voulez faire avec, mais... Bien, en fait, ça va changer beaucoup de choses. Premièrement, le festival, pour l'instant, a ses bureaux en face de l'amphithéâtre Fernand-Lévy, qui n'est pas tout à fait au centre-ville de Joliette. Donc là, ce qui est certain, c'est qu'on va aménager nos bureaux dans cet édifice-là. Donc, on se rapproche de la communauté du centre-ville. On est plus présent des autres acteurs de la scène culturelle, mais aussi des gens d'affaires du centre-ville de Joliette. Après ça, le bâtiment est quand même très grand. C'est 11 200 pieds carrés. Donc, il y a une salle de spectacle qui est aménagée présentement dans cet édifice-là, une salle d'à peu près 80 à 100 places. On entend maintenir, on va sûrement la transformer, mais on souhaite qu'il y ait un espace où on peut accueillir le public, et pas seulement pour des concerts, mais pour toutes sortes d'activités en lien avec la musique. Donc, alors là, ça va se préciser dans les prochaines semaines, mais d'avoir cette porte d'entrée-là sur la musique au centre-ville, ça va être absolument génial. Puis on souhaite vraiment travailler avec les organismes culturels, puis surtout musicaux de la région, parce qu'on sait, là, la Naudière, c'est super riche en termes de musique. Donc, comment on peut fédérer tout ce milieu-là dans ce bâtiment-là, c'est ce qu'on va explorer les prochaines semaines. Parfait. Puis, est-ce que vous savez pourquoi vous avez reçu ce don-là? Je me suis posé souvent la question parce que c'est un acte d'une telle générosité que moi, personnellement, je me sens jamais... on dirait que je ne sens pas que le festival ou que moi, je mérite ça parce que c'est tellement exceptionnel. Par contre, la vision qu'on a présentée au propriétaire, qui est Gérard Deschenaux, c'était justement cette idée de rassembler tout le milieu de la musique, d'en faire vraiment un espace ouvert sur la communauté, puis l'allumer dans le projet, c'est-à-dire cet édifice-là qui a eu plusieurs fonctions là, au centre-ville, qui a été beaucoup de restaurants, il y a eu une salle de spectacle, qui a même accueilli la radio de Joliette pendant un bout de temps. Cet édifice-là va avoir une vie qui va être, dans le fond, ouverte sur les gens du coin, puis qui va permettre un plus grand rayonnement de la culture, puis un grand impact de la culture aussi dans la région. Parfait. Puis là, il y aura bel et bien un festival cet été, donc on l'a vu dans le communiqué. Pouvez-vous m'en parler un peu? Je sais que là, je pense que vous êtes encore au dévoilement, là. Vous attendez un peu avant de dévoiler les choses, là, mais il y a peut-être quelques... En fait, on a plein de... Comme tous les organismes culturels, on a plein de scénarios. Puis ce qu'on attend, en fait, c'est des confirmations de la part de la santé publique. On sait qu'on va être présent en personne cette année. Okay. On espère pouvoir être présent sur le site de l'amphithéâtre et sur les sites où on est présent habituellement, là, dans les églises. Puis, nouveauté cette année, être présent dans les parcs de la région, pas juste du Grand Joliette, mais vraiment de la Naudière. Et dans le fond, l'élément qu'on attend, c'est la possibilité d'utiliser l'amphi. Okay. Mais on va être présent en église, puis on va être présent dans les parcs cet été. Une fois qu'on a une réponse plus claire pour l'amphithéâtre, mais là, on peut jouer avec nos cartes et
réaménager la programmation, puis on espère être en mesure de vous l'annoncer assez bien. Parfait, merci. Puis, vous avez lancé aussi la campagne annuelle de dons, Oui. il me semble. Pourquoi c'est important de donner? Bien, c'est une très bonne question. En fait, le milieu culturel, un organisme culturel comme le festival a 3 pôles de revenus importants. Il y a le financement qui vient des gouvernements, il y a le financement qui provient de la billetterie, et il y a le financement qui provient des commandites et des dons. Dans une année comme celle qu'on vit en ce moment, on est chanceux parce que les gouvernements ont pris leur rôle de financement de la culture très à cœur et qui ont bonifié le financement des organismes culturels. Donc, au niveau de la billetterie, on s'entend que l'amphithéâtre peut accueillir jusqu'à 7000 personnes habituellement. Là, on va être loin de ça. Et après ça, on vient de terminer un exercice pour définir la direction dans laquelle le festival s'en va dans les prochaines années. Puis, ce qu'on veut, qu'on a comme vision là, pour les prochaines années, c'est que le festival va faire de la région de la Nodière le pôle canadien de musique classique. Okay. Donc, partout au pays, puis même à l'international, la région de la Nodière soit reconnue comme un endroit où il se passe quelque chose d'absolument unique au niveau de la richesse de la scène musicale. Ça passe par le festival, mais ça passe par l'école de musique organisée, par l'art à musique à Repentigny, le camp musical à Saint-Côme, Opus 130, l'OSJJ, il y a plein d'organismes dans la région. Donc, pour arriver à cette vision-là, de faire de la Nodière le pôle canadien de la musique classique, ça prend des revenus. Puis ça implique une croissance dans les prochaines années. Et la croissance, compte tenu que la billetterie, pour au moins la prochaine année, est impossible à prévoir, la croissance du festival va passer par la finance, donc les dons. Donc c'est pour ça qu'on a lancé notre campagne de dons. Parfait. Puis ça, pour donner, comment ça fonctionne? Bien, c'est très simple. Vous allez sur lanodière.org et vous allez avoir tous les détails pour donner. Vous allez avoir quelques options, puis même des informations qui, on l'espère, vont vous convaincre encore plus que c'est une bonne idée de donner au festival. Ça se passe malgré cette pandémie-là. Il y a beaucoup de nouveaux projets, mais... Il y a énormément de nouveaux projets. L'équipe est très motivée. Le conseil d'administration du festival, de la fondation sont très motivés aussi. Moi, ce qui m'a impressionné, ça fait à peu près 9 mois que je suis. Okay. Puis, ce qui m'a impressionné, c'est que quand j'ai commencé à rencontrer les gens du coin, parce que j'ai déménagé à Saint-Charles-Borromée, quand j'ai commencé à rencontrer les gens du coin, je me suis rendu compte à quel point tout le monde veut que le festival marche. Tout le monde est fier du festival et a envie qu'il soit justement un emblème du Québec sur la scène nationale, la scène internationale. Donc, même si c'est très difficile de conclure et de finaliser la programmation qu'on va être en mesure de présenter cet été, il y a énormément de travail qui s'est fait par l'équipe. Entre autres, de bâtir des liens avec toutes sortes de personnes dans le milieu local, mais dans le milieu musical à l'échelle du pays et à l'échelle de l'international, pour qu'à partir du moment où on est prêt à ouvrir la machine, on y aille à 100%. Puis, on a aussi développé plusieurs contenus numériques. Ça va être annoncé en même temps que la programmation de la saison, mais il y a des très belles choses qui s'en viennent à ce niveau-là aussi. OK, parfait. Le Festival de la Nodière, c'est le plus grand festival de musique classique au Canada. Ça a été fondé à la fin des années 70, entre autres par le père Fernand Lindsay, qui est président de la région canadienne. Et l'idée, c'était de faire venir à Joliette le meilleur de la musique classique. Et au début, c'était le meilleur de la musique classique au Québec. Donc, l'OSM est venu en 1970. Mais assez rapidement, c'est devenu quelque chose où les plus grands au monde venaient à Joliette, puis dans la région de la Nodière, vraiment dans des églises un petit peu partout. Et éventuellement, à la fin des années 80,
il y a l'amphithéâtre Fernand-Lénisée qui a été construit justement 7000 possibilités d'accueillir 7000 personnes. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment été le début de la croissance du festival avec beaucoup des plus grands artistes encore qui venaient. Je vous dirais que le travail qu'on fait en ce moment, de nous donner une direction pour les prochaines années, c'est beaucoup de revenir aux valeurs fondamentales qui étaient présentes à la fondation du festival. L'idée de faire venir l'OSM à Joliette, puis de les faire jouer dans la cour du Cégep, c'était extrêmement ambitieux, extrêmement innovateur. Puis, à la fin des concerts qui avaient lieu dans la cour du Cégep ou à la cathédrale, il y avait une ambiance de perron d'église. Moi, je n'étais pas là pour en témoigner, là, mais c'est ce que tout le monde me dit, c'est qu'on pouvait aller rencontrer le père Lénisée, puis parler du concert, puis lui nous apportait un éclairage différent sur le concert. Donc, on revient à ces valeurs-là. On veut être extrêmement ambitieux, on veut être extrêmement chaleureux, ouvert sur la communauté, on veut être innovateur aussi. Tout ça en le faisant à l'intérieur du cadre de la musique classique, mais la musique classique, c'est vaste. Dieu sait qu'il y a de la place pour être ambitieux et innovateur avec la musique classique. Exact. C'est là où on en est. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui va vous faire l'astrologie comme à mon habitude, j'espère que vous allez bien. Pour le signe du Bélier, votre horoscope de cette semaine, donc si vous êtes né entre le 21 mars et le 21 avril, vous avez des petits problèmes d'insécurité ces temps-ci, vous craignez de perdre vos acquis. Donc profitez d'un entretien, d'un échange professionnel ou personnel pour exprimer vos doutes. Il faut savoir comment votre interlocuteur peut vous rassurer. Le dialogue a la vertu d'ouvrir des pistes intéressantes à creuser. Le plus pour cette semaine, votre humeur réactive n'est pas négative. Vous avez une très bonne énergie positive qui va vous permettre de sauter sur l'occasion et de saisir des belles opportunités. Pour le signe du Taureau, qui est né entre le 22 avril et le 21 mai, un engagement volontaire est à prévoir. Sous l'action de Mercure, vous vous impliquez avec courage, confiance et conviction dans vos projets. Votre sens de l'analyse vous permet de décrypter les contrats et de tirer le meilleur parti financier de vos activités. Chaque victoire que vous décrochez va booster votre morale et il va être au plus haut pour cette semaine. Pour les Gémeaux, donc si vous êtes né entre le 22 mai et le 21 juin, couvrez-vous, la météo astrologique prévoit un temps amoureux orageux. Donc des petits problèmes en amour qui menacent peut-être certains conflits dans votre couple. Le Gémeaux a de l'humour et ça c'est tant mieux, c'est une petite pointe glissée dans vos échanges qui va dépassionner le débat. Côté professionnel, moins vous dévoilerez vos intentions, mieux vous réaliserez vos ambitions. Pour le signe du Cancer, qui est né entre le 22 juin et le 22 juillet, l'effet de la planète Mercure va faire de vous une personne plus combative et mieux armée. Vous défendez vos intérêts avec efficacité. Le signe que Mercure en Taureau fait du bon boulot, eh bien, la planète de la communication donne du poids à vos arguments et vous donne un peu d'ego pour vanter vos talents. Le succès est à votre portée côté professionnel, vous êtes au top au travail. Le plus, Vénus met votre pouvoir de séduction en valeur, donc le charme et le mystère du Cancer opèrent et vont être irrésistibles. Pour le signe du Lion qui est né entre le 23 juillet et le 22 août, cette semaine, vos idées fusent à même de se concrétiser dans la foulée, donc vous avez peut-être des idées qui vont se mettre en place, donc sous forme de projet cette semaine. L'entrée de Mercure en Taureau mardi pousse à mégoter sur les conditions, donc gardez votre sang-froid. Et le plus en amour, si vous êtes célibataire et vous avez quelqu'un en tête, vous ne tarderez pas à être fixé sur ses romantiques intentions. Pour le signe du Vierge qui est né entre le 23 août et le 22 septembre, c'est un zéphyr de plaisir cette semaine, un souffle, une bouffée d'oxygène. Donc, vous avez l'impression que vos projets se concrétisent. Mercure apporte à votre destin ce mardi l'impression de respirer enfin. Vous allez pouvoir agir selon vos désirs sans redouter des obstacles.
Même vent de fraîcheur côté cœur, du bonheur en couple, des regards accrocheurs si vous êtes célibataire. Et le plus, un imprévu peut servir vos intérêts et cela va tomber à pic au moment où vous ne vous y attendez pas. Pour le signe du Balance, il faut savoir écouter. Donc, si vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre, vous avez comme instinct d'écouter les gens en répondant spontanément aux propositions que l'on vous soumet. Les événements mieux accueillis, vous en tirez plus vite parti et profit. Et sur le plan affectif, c'est l'intuition qui doit vous guider si vous voulez savoir où votre entourage veut en venir. Et ça s'applique aussi dans votre vie de couple. Aussi, le plus, une bonne entente avec l'équipe au travail vous encourage à donner le meilleur de vous-même. Pour le signe du Scorpion, qui est né entre le 23 octobre et le 22 novembre, le sujet qui fâche, vous pensiez que le problème était réglé dans votre vie, mais voilà qu'un événement remet la question sur le tapis. Donc, un événement que vous avez peut-être tenté de mettre de côté qui va ressurgir. Et ça, c'est la faute à Mercure en face et en Taureau qui complique tout ce qui touche aux écritures. On peut vous demander des comptes au sens propre du terme et de l'argent à verser. Vous plaisez aux gens de votre entourage et on vous aime pour ce que vous êtes. Pour le signe du Sagittaire entre le 23 novembre et le 21 décembre, donc votre vie est un peu en stand-by ces temps-ci. Écoutez votre corps sans rien précipiter s'il vous demande de marquer une pause. Le repos s'impose. Donc peut-être vous avez travaillé un peu trop, il va falloir trouver le temps de se reposer et de se mettre au calme. Le meilleur remède pour retrouver une embellie et la force d'éclairer votre destin une fois sur pied, c'est de vous reposer. Côté finance, une négociation tourne à votre avantage et le plus, il y a une nouvelle ou un appel qui vous met un baume sur le cœur, vous êtes à la fois ému, enjoué et soulagé. Pour le signe du Capricorne qui est né entre le 22 décembre et le 20 janvier, soyez cool, tout va pour le mieux, pourtant vous êtes stressé. La marque du Capricorne qui trouve le bonheur suspect. Par chance, votre entourage vous convainc de jouir du moment présent sans vous poser la question. Appréciez, même les petites félicités de rien du tout vous font un bien fou. Et le petit plus pour cette semaine, vos talents de médiateur ou médiatrice ont l'art d'apaiser les esprits. Grâce à vous, le dialogue se poursuit de manière constructive. Pour le signe du Verseau qui est né entre le 21 janvier et le 19 février, vous avez un rôle important à jouer cette semaine. Assez de lire ce que le Verseau est le signe star de l'année alors qu'on ne vous propose rien de transcendant. Faut-il forcer le destin? C'est à vous de poser cette question-là. Saturne vous y encourage en cumulant chaque petite bataille que vous remportez. Additionnez, elles vont vous mener à cette fameuse victoire dont parlent les astrologues. Le plus, l'originalité Verseau a le vent en poupe. Pour le dernier signe, le signe du Poisson, qui est né entre le 20 février et le 20 mars, parlez en public, exprimez-vous. L'horizon s'élargit avec des projets à la mesure de vos attentes et à la hauteur de vos compétences. Les affaires seront plus lucratives encore si vous puisez dans l'énergie communicative de Mercure pour faire monter les enchères. Sachez vous vendre, vous défendre et vous faire entendre. Le plus, vous êtes d'humeur à aimer sans discontinuer, à flirter avec bonheur et légèreté, et ça, c'est tout à votre avantage. Donc, c'était ma météo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine météo. Bonne semaine à tous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous.